Je vous laisse. Ouais. Ah. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être parmi nous. Donc vous êtes professionnels de l'enfance, vous êtes parents, vous êtes peut-être grands-parents. Voilà, nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir, pour ceux qui n'étaient pas là pour l'intervention précédente, monsieur le professeur Grégory Michel, professeur de psychopathologie à l'Université de Bordeaux, ancien psychologue clinicien des hôpitaux de Paris. Il est aujourd'hui directeur adjoint de l'équipe INSERM, qui va donc aujourd'hui qui a précédemment traité donc de l'agressivité chez le jeune enfant et qui va poursuivre maintenant sur toutes les notions de prévention et de violence. Donc voilà, je vous laisse la parole, professeur. Très bien, merci beaucoup Aurélia. Donc là, on va effectivement aborder des aspects plus préventifs, intervention. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de recadrer un petit peu les choses en termes d'action en santé et en santé mentale. Il y a plusieurs niveaux, on va dire. Et c'est peut-être pas mal de se rafraîchir un petit peu les idées concernant les différentes interventions dont on peut utiliser effectivement en matière de prévention globale, on va dire, de l'enfant. Premièrement, il y a la notion de promotion de la santé. Promotion de la santé, c'est... On va travailler plutôt sur ce qu'on appelle un peu la santé mentale positive, c'est-à-dire favoriser le bien-être, la bienveillance, des conditions effectivement de vie satisfaisantes. Et puis on a un deuxième niveau qui va être celui de la prévention des problèmes de santé. Alors il y a plusieurs types effectivement de prévention. On a une prévention universelle, c'est-à-dire qui va concerner, on va dire, tout le monde, toute la population. Donc ici on va dire tous les enfants. Et puis des préventions un peu plus ciblées, un peu plus centré sur des populations. Alors des populations qui peuvent être à risque, d'accord, qui peuvent présenter au contraire justement des problèmes d'agressivité qui sont répétés, qui sont intenses, ou qui présentent peut-être des facteurs de risque aussi importants, parce qu'on va y venir. Parler de la prévention, c'est aussi travailler sur le repérage des facteurs de risque, puisque la prévention ici, c'est de travailler en amont de l'apparition des problèmes avérés, en amont de l'apparition d'un trouble, en amont de l'apparition de problèmes majeurs pour l'enfant. On va essayer d'agir avant. Et puis on a le dépistage. Donc le dépistage, c'est vraiment le repérage d'enfants qui présentent des difficultés pour pouvoir effectivement passer au quatrième point, qui va être le soin. Et puis, le cinquième point, c'est la réadaptation. Lorsqu'il y a déjà eu une intervention qui a été mise en place et pour lesquelles il faut effectivement continuer à prendre en charge ces enfants, ces familles, évidemment, en termes là, de réadaptation, par exemple. Alors, cette question de la promotion et de la prévention en santé mentale, c'est quelque chose de vraiment de crucial, et c'est presque une question sociétale, c'est même presque un choix de société à un moment donné, parce qu'on a finalement, maintenant, on va y venir, les moyens de pouvoir intervenir, puisqu'on a quand même une somme de connaissances importante maintenant. Et c'est dans cela que, finalement, un certain nombre d'institutions internationales, comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi le CDC, etc., qui vont inciter, du coup, les pouvoirs publics d'intervenir sur des problèmes de santé précocement, tôt, chez le jeune enfant. Avec un intérêt sur la santé, mais aussi sur la réussite, puisque une bonne santé va forcément aussi avoir un impact sur les capacités d'apprentissage, d'acquisition, dont on parlait tout à l'heure lors de la discussion, par exemple les fonctions cognitives, les fonctions exécutives, et donc sur la réussite de l'enfant. Et la réussite, c'est pas simplement la réussite en termes de performance académique. La réussite, c'est l'épanouissement personnel, c'est-à-dire la capacité de pouvoir choisir sa vie, de pouvoir choisir effectivement l'environnement dans lequel on va pouvoir évoluer en fonction de nos ressources, de nos potentialités. Donc c'est un enjeu effectivement très très important, non seulement pour le développement de l'enfant, mais aussi pour les générations et la société effectivement à venir. Et donc là, on a ces organismes qui sont très particulièrement conscients de ces enjeux sociétaux vis-à-vis de ces actions de prévention. Et puis il y a des enjeux économiques aussi.
et certains, effectivement, sont particulièrement sensibles à cela, et on peut aussi le comprendre, c'est que être en bonne santé, ne pas présenter trop de difficultés psychologiques, psychopathologiques, c'est aussi une ressource importante en termes de développement, aussi économique. Et puis il y a des priorités, donc là ça déborde un petit peu, qui vont être centrées sur l'étude des déterminants, mais aussi l'étude de l'efficacité des programmes de prévention. Ok, on va commencer à mettre en place des actions d'intervention, mais on va aussi évaluer du coup les effets. Ça marche, mais ça marche sur quoi? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont effectivement les bras de levier sur lesquels on va devoir travailler pour faire en sorte que l'implantation de ces programmes fonctionne? Est-ce qu'il y a des résistances du côté effectivement de la communauté éducative? Et pour quelles raisons? Est-ce que ce sont des programmes qu'il va falloir imposer ou au contraire des programmes qu'on va devoir construire ensemble? C'est-à-dire des programmes qui vont être dépendants de la population qu'on va rencontrer, dépendants du terrain. Et être plus dans une logique, on va dire, du cousu humain. On va effectivement travailler main dans la main avec les professionnels, plutôt que d'être dans quelque chose de trop généraliste et de type un peu prêt-à-porter. Ça, c'est sur l'international. En France, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été rapportés, le plan santé jeune dans le précédent gouvernement, par exemple, mais surtout, on se rend compte qu'on est quand même en retard. D'où l'importance de cette initiative-là de Madame Viccarini, géniale, de pouvoir lancer effectivement ce programme sur ces différentes semaines-là. Pourquoi? Parce qu'il y a assez peu, d'une part, de partage des connaissances. Donc là, on va essayer de tordre le cou à cette critique, puisqu'on est là justement pour essayer de vous transmettre un peu nos connaissances. Et puis, il y a assez peu de données quand même scientifiques, presque quantitatives, sur les inégalités sociales de santé dans la petite enfance en France. Or, c'est un programme majeur, et vous l'avez compris que les problèmes d'agressivité sont des problèmes majeurs dans l'explication aussi des inégalités sociales de santé, et on va encore plus le voir lorsqu'on va aborder les facteurs de risque et les facteurs de protection. Donc, il s'agit d'augmenter le recueil de données scientifiques, médicales et éducatives. D'accord ? Essayer d'avoir une approche pluridisciplinaire. On ne se cantonne pas d'être dans son axe, dans son domaine, c'est qu'on échange, on communique, parce que justement, le développement de l'enfant est un développement qui va s'appuyer sur différents domaines, différentes compétences. Et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure quand on a abordé un peu la question de l'évaluation, du bilan, etc. Donc ça nécessite effectivement de développer des suivis d'enfants qu'on va pouvoir suivre, un peu comme les études présentées tout à l'heure dans des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Et pourquoi pas effectivement en France, il en existe, des cohortes, Eden, ELF, etc. Mais ça reste effectivement pas suffisamment développé en tout cas. Et puis surtout, l'autre axe, c'est celui d'intensifier les actions de prévention et de promotion de la santé, mais de façon effectivement structurée, de façon effectivement réfléchie vraiment, de façon organisée, et surtout appuyée sur un référentiel théorique et surtout sur des données probantes. C'est-à-dire, on va s'appuyer sur des programmes qui existent, qui ont déjà fait leurs preuves. Il ne s'agit pas de les répliquer tels quels, parce qu'il y a des problèmes effectivement de transférabilité, il y a des problèmes effectivement culturels. C'est comment ces programmes-là vont pouvoir être mis en place en fonction de l'environnement, du contexte, du cadre effectivement dans lequel on souhaite effectivement mettre en place ces actions, qui ne sont pas des actions d'un jour, c'est des actions effectivement qui s'inscrivent là encore dans la durée. On est dans quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On est dans quelque chose qui est une sorte d'investissement pour l'avenir, quoi. Prévention et la promotion de la santé, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On va essayer de repérer et on va travailler sur ce qu'on appelle les facteurs de risque. Ben oui, l'idée c'est de ne pas attendre et au contraire de pouvoir repérer un certain nombre de facteurs de risque qui vont être un peu comme des marqueurs, comme des signaux d'alarme pour dire là, ça serait peut-être bien qu'on soit un peu plus attentif et qu'on prenne en considération peut-être différents paramètres qui vont nous aider à apporter un soutien à la famille, à la mère, à l'enfant, bien évidemment. Où est-ce qu'on attend ? Et on sait que attendre, c'est pas toujours effectivement bénéfique. On l'a vu en termes de trajectoire. Mais à condition d'être aussi très vigilant sur le repérage, on l'a déjà dit tout à l'heure. L'idée sur les facteurs de risque,
c'est de les faire diminuer. C'est-à-dire, oui, on est face à une situation où il y a un certain nombre de facteurs de risque, des facteurs de risque liés à l'environnement familial, liés aux pratiques éducatives, liés à l'enfant lui-même. On les prend en considération, mais on va agir sur ces facteurs de risque de façon à les faire diminuer, de manière à ce que ça puisse impacter, du coup, le comportement agressif. Et puis à côté, on ne va pas simplement être dans une approche psychopathologique, mais aussi une approche plutôt, entre guillemets, positive. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas que des difficultés, des handicaps. Il a aussi des ressources. Des ressources qui sont parfois complètement gommées, complètement dissimulées par les problèmes qu'on va observer. On est surtout happé par le caractère bruyant de ces difficultés, sans voir qu'effectivement derrière, il y a des ressources familiales, là encore. Des ressources même environnementales, un soutien social par exemple, mais aussi des ressources propres à l'enfant, des ressources de personnalité, des ressources cognitives, etc. Et là, l'objectif, c'est de les augmenter. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement travailler sur, allez, on essaie d'éradiquer les facteurs de risque, on essaie de les faire diminuer. Non, on va travailler aussi sur l'augmentation de ces facteurs de protection. Souvenez-vous tout à l'heure, on n'apprend pas à être agressif, d'accord ? On apprend à ne pas être agressif parce que justement, il y a ces facteurs de protection. Parce que justement, il y a l'empathie. Parce que justement, il y a la prosocialité. Parce que justement, il y a ce contrôle du comportement, des émotions, qui va permettre à l'enfant de réguler son agressivité. Et c'est ça. On va effectivement travailler sur ces compétences qui sont présentes et qui sont parfois effectivement pas suffisamment repérées et encouragées, pour le coup. Alors les facteurs de risque et de protection, on va les distinguer de la façon suivante. Il y a des facteurs de risque qui sont... Et ce qui va nous permettre d'éviter tout déterminisme. Parce qu'un des grands problèmes que l'on rencontre effectivement en psychopathologie, et encore plus dans les comportements violents ou agressifs, c'est une sorte de déterminisme. Avec, on va tout expliquer par la famille, et vous savez à quel point ça peut avoir des conséquences extrêmement dramatiques et délétères pour l'enfant, mais bien entendu aussi pour la famille, en termes effectivement de responsabilité, de culpabilité et autres. Et puis une explication qui sera plutôt uniquement propre à l'enfant, biologique, génétique, etc. Sauf que maintenant, vous le savez, il y a d'ailleurs un wagon un peu plus loin qui est consacré à l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène qui va être explicatif de tel ou tel problème. Ce gène, il va être effectivement aussi régulé par l'expression, par l'influence de l'environnement, qui va effectivement avoir une action, pas simplement après la naissance, mais aussi avant, et surtout avant. D'accord ? Donc on est maintenant dans une démarche qui n'est plus clivée entre j'explique tout par la famille ou l'environnement, ou j'explique tout par le gène. C'est interactif, c'est interactionniste. Il y a des interactions réciproques. Ce qui peut être compliqué, mais ce qui donne aussi une souplesse pour le coup. Et ce qui va nous permettre aussi d'agir sur des facteurs environnementaux qui vont avoir un impact sur des facteurs qui sont propres à la personnalité de l'enfant. D'accord ? Vous suivez ? Donc indirectement, on va pouvoir agir aussi sur ça. Et ça, c'est important. Revenons aux facteurs de risque de l'enfant. On l'a vu tout à l'heure, les troubles psychopathologiques. Effectivement, lorsqu'il y a un trouble psychopathologique, oui, c'est un facteur de risque majeur. Donc, on ne va pas se limiter à un travail sur l'agressivité. On va aussi et surtout inclure l'agressivité dans quelque chose de beaucoup plus global et comme étant un symptôme, parfois secondaire, d'un trouble. Une conséquence, peut-être. Donc ça, oui, il va bien falloir effectivement le repérer. La question du tempérament, ça c'est intéressant, c'est par exemple des enfants qui... Le tempérament, vous savez, c'est la partie biologique de la personnalité. Dans la personnalité, entre parenthèses, on a deux aspects. On a un aspect, on va dire, plus biologique, quelque chose qui est lié justement aux gènes, qui est lié aussi à tous les facteurs périnataux, anténataux. Tiens, justement, l'épigénétique va jouer un rôle là-dedans. Ça se caractérise par l'impulsivité, c'est du tempérament. C'est quelque chose de biologique. D'accord ? Et puis, on a une autre partie de la personnalité qui est plutôt ce qu'on appelle le caractère. Et le caractère, c'est plutôt quelque chose qui est rattaché à l'environnement, à l'apprentissage, à l'éducation. D'accord ? Et ici, on voit qu'il y a des enfants qui sont plus impulsifs que d'autres,
qui ont davantage, on va dire, de difficultés à contrôler du coup leur impulsivité, à passer beaucoup plus facilement à l'acte. Et bien sûr, ce type de caractéristiques tempéramentales va avoir un impact sur les comportements qui peuvent devenir effectivement des comportements agressifs. La difficulté à gérer ses émotions, des aptitudes aussi sociales inadéquates, hein, le fait effectivement d'être dans l'opposition, de transgresser, de ne pas respecter certaines règles, même de communication de base, des petites choses comme ça apparemment mineures, mais qui vont cristalliser aussi certaines attentions et certaines critiques à l'égard de l'enfant. Le quotient intellectuel aussi est important, hein, qui peut être inférieur à la moyenne. On sait que c'est effectivement un risque. Là encore, toujours dans les fonctions cognitives dont on a parlé tout à l'heure, et dans le contrôle, hein, et dans effectivement la capacité à maîtriser, à planifier, etc. Le manque de contrôle, on en a parlé. L'absence d'empathie. Eh ouais, l'absence d'empathie, c'est effectivement aussi un élément important. On va en parler juste après. Et puis les facteurs de protection, justement l'empathie, hein, le fait effectivement d'être empathique, de pouvoir se décentrer, d'être proche de l'autre, de faire preuve de sympathie, de décoder les émotions et de les apprécier chez l'autre, d'être non seulement empathique, mais d'avoir des comportements empathiques, c'est-à-dire d'accompagner aussi l'autre. Bien évidemment, ça va conduire l'enfant à se décentrer et à ne pas adopter un comportement qui va nuire à l'autre. La bonne estime de soi, un enfant qui a une bonne estime de lui-même sera peut-être beaucoup plus en confiance dans des situations peut-être de menace, d'hostilité, parce qu'il pourra compter effectivement sur ses ressources internes. Un enfant qui est finalement plutôt agressif en permanence, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va bien sûr avoir une mauvaise estime de lui-même, parce que ce qu'on va lui renvoyer, c'est toujours quelque chose de négatif. La bonne capacité de contrôle, évidemment, bonne capacité cognitive, on en a parlé, et puis un QI plutôt moyen, voire supérieur, ce sont des facteurs de protection. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas trop agir, il y en a d'autres sur lesquelles on va pouvoir agir. Tiens, l'empathie, peut-être. Tiens, là aussi, il y a peut-être des choses qu'on peut travailler. L'impulsivité, ça, c'est effectivement un élément qui est très important, qui va conduire certains programmes, certaines interventions, à développer des modules spécifiquement sur ça. Gérer l'impulsivité, gérer effectivement les émotions. Fonction exécutive, on en parlait tout à l'heure. Rôle dans l'inhibition, dans le contrôle. Dans l'attention sélective, le fait de pouvoir effectivement, en classe, être attentif à ce que va dire la maîtresse, et pas forcément le bruit du klaxon dans la rue. C'est sélectionner effectivement son attention. L'attention soutenue, la planification, la flexibilité mentale. C'est quoi la flexibilité mentale? C'est la capacité à s'adapter. Souvenez-vous, un enfant pour lequel son fonctionnement est chronique vis-à-vis de l'adoption de comportements agressifs, il n'a pas cette flexibilité mentale parce que, comme je le disais, son champ des possibles, son répertoire finalement de gestion des émotions, de négociation ou de capacité à adopter des comportements face à une situation sont limités. C'est uniquement sur un angle qui est celui d'une réponse finalement à la perception d'une hostilité. Très important, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est la notion de développement et le fait que ça se stabilise plutôt effectivement vers 7-8 ans. Donc, ça se stabilise pour certaines fonctions, pour d'autres, c'est beaucoup plus tardif aussi. Et puis l'empathie, effectivement, quelque chose effectivement de très important à développer. Donc, vous voyez, on est dans l'idée, on va travailler sur des facteurs de protection. On va essayer de développer ça, de nourrir ça, de faire en sorte d'encourager l'empathie de manière à ce que, tiens, à un moment donné, l'empathie va basculer sur le contrôle du coup de l'agressivité et faire en sorte que ça prenne le pas sur le reste. Facteurs de risque familiaux, on a vu que en gros les enfants sont pas tous égaux. Certains ont des fragilités, des vulnérabilités, on vient de le voir. Eh bien c'est pareil, il y a presque des inégalités aussi sur le plan familial. On parle d'inégalité sociale de santé, ça prend en compte tout cela, l'enfant, la famille. Les facteurs de risque, je suis allé trop vite, pathologie parentale. Le fait effectivement que l'un des deux parents puisse présenter une pathologie parentale, une pathologie mentale, est un facteur de risque effectivement important. Pathologie antisociale, une dépression. La dépression maternelle, on sait que c'est effectivement un facteur de risque important. Avec une conséquence qui sera peut-être pour l'aspect un peu antisocial, ce que certains travaux mentionnent bien, c'est une sorte d'héritabilité aussi de certaines prédispositions. Mais il y a aussi un élément déterminant,
c'est qu'une maman qui est effectivement déprimée va interagir pas de la même façon avec son enfant que si elle n'était pas déprimée. C'est-à-dire qu'elle va justement impacté par sa dépression, ses pratiques éducatives, ses techniques effectivement d'encouragement, de bienveillance, etc. Parce que c'est la dépression qui va prendre le pas. La prise de toxiques des parents, bien évidemment, ça va aussi avoir un rôle aussi très important, puisque là encore, ça va à la fois être analysé sous l'angle de l'héritabilité, mais aussi sous l'angle de l'impact sur l'éducation, bien évidemment. La négligence, les mauvais traitements, oui, évidemment, une violence, on va dire, subie, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle peut être aussi sexuelle, va avoir bien évidemment aussi un impact sur le développement de l'enfant et sur la manière dont il va aussi interagir avec l'environnement. Et puis d'autres éléments qui sont plus propres, on va dire, au parenting, c'est-à-dire au style éducatif, à la manière dont l'éducation va effectivement se développer, se façonner finalement entre l'enfant et les parents, c'est le manque de communication, le manque d'échange, le manque de supervision aussi, de poser effectivement certaines règles. Parfois même aussi le rejet, qui peut être lié au fait que les parents peuvent être un peu fatigués, voire démissionnaires vis-à-vis des difficultés de l'enfant. Ou au contraire, un rejet peut être lié à une pathologie parentale. On parlait de ça, tiens, tout à l'heure, l'abus des écrans. Oui, l'abus des écrans va aussi avoir un impact sur certains comportements, effectivement, violents, agressifs. Le manque d'accompagnement, on parlait de bienveillance, effectivement, le fait de ne pas suffisamment encourager, le fait de ne pas suffisamment donner confiance, le fait de ne pas suffisamment autonomiser. Autonomiser, ce n'est pas simplement empêcher l'enfant de prendre des risques. Moi, je pense qu'il faut au contraire que l'enfant apprenne à prendre des risques, mais de façon raisonnable et en étant accompagné à partir du moment où il a effectivement un encadrement et des ressources qui lui permettent de le faire. Mais c'est un gage, effectivement, d'apprentissage extraordinaire. Faire face à l'échec, justement. Protection, ben oui, une vie familiale plus stable. Discipline ferme, mais juste. Hein, une sorte d'autorité bienveillante, un peu. Positive, constante, quelque chose de constant. Effectivement, quelque chose de fluctuant, ça va déstabiliser effectivement l'enfant. Comment il peut effectivement évoluer dans un environnement qui va être fluctuant, instable, beaucoup trop compliqué en termes de cohérence interne et en termes d'instabilité aussi. Hein. C'est un peu le miroir de ce qu'il va aussi vivre dans son quotidien, son agressivité. Supervision, on en a parlé, le réconfort important, l'attachement. L'attachement, hein, c'est-à-dire la capacité que finalement l'enfant et les parents vont développer l'un envers l'autre. Hein, l'attachement, c'est-à-dire une fonction qui va permettre à l'enfant de s'autonomiser. Dans les premiers temps de la vie, il y a une relation un peu de dépendance de l'enfant avec la mère. Ensuite, cette relation devrait plutôt évoluer sur un mode plutôt de l'attachement. C'est-à-dire que la figure finalement de l'attachement adulte des parents vont permettre à l'enfant de gérer, on va dire, l'absence de l'autre, de lui donner toujours confiance et lui donner toujours une foi finalement dans sa capacité finalement à gérer l'absence et la séparation. L'attachement est effectivement quelque chose de crucial et de très important chez les enfants, en sachant que l'attachement, ce n'est pas quelque chose qui se limite à l'enfant. Vous avez tous effectivement aussi cette notion d'attachement, donc c'est tout au long de la vie, hein, c'est ado, adulte. Relation parent-enfant, on en parlait tout à l'heure, sans être là encore dans une sorte de pathologisation comme ça de style un peu éducatif ou d'une éducation qui serait, on va dire, négative, délétère. On sait qu'il y a des modes éducatifs qui sont un peu plus problématiques. La confusion des limites, pas de limites suffisamment posées, on en parlait à l'instant. Même le renversement des rôles. Parfois, on voit effectivement des choses assez édifiantes où l'enfant est presque parentalisé. C'est presque lui qui, finalement, va prendre un peu les choses en main. Un peu l'enfant, un peu roi, etc. Bien évidemment, cette confusion des rôles, cette confusion, finalement, de l'identité, finalement, au sein de la famille, va créer des dysfonctionnements et parfois même des troubles antisociaux. On a différents styles éducatifs que l'on repère. Alors là, c'est effectivement classique. Mais c'est aussi des éléments sur lesquels on va pouvoir aussi agir. Style permissif, style autoritaire et style un peu plus démocratique,
qui est, on va dire, le plus positif, ou le plus étayant, ou le plus maturant, celui qui va valoriser l'autonomie, qui va encourager justement le dialogue, qui va être plus positif tout en étant effectivement cadrant et structurant. Eh bien, quand on regarde effectivement l'interaction entre les facteurs familiaux et les facteurs effectivement individuels, ça nous permet de voir, par exemple, un enfant impulsif peut-être sera beaucoup plus à risque d'évoluer vers des comportements agressifs si, sur le plan familial, il y a justement des pratiques éducatives qui ne sont pas adaptées. Ça veut dire des comportements familiaux qui ne permettent pas à l'enfant de réguler son impulsivité, de réguler son agressivité. On n'est plus dans une logique déterministe, c'est-à-dire que ce qui là pose problème, ce n'est pas uniquement le tempérament de l'enfant, ce n'est pas uniquement l'éducation transmise par les parents, c'est l'inadéquation des deux, le fait que ça soit effectivement en décalage. Et ça, c'est super important parce qu'en consultation, on va aussi travailler sur ça. C'est-à-dire qu'on va amener les parents à travailler sur le fait que l'enfant peut avoir un tempérament vif, impulsif, qui ne correspond pas du tout à leurs caractéristiques, ils ne le sont pas. Mais que leur rôle, c'est de proposer aussi à l'enfant un environnement et des situations qui vont lui permettre de s'épanouir, de pouvoir satisfaire justement cette énergie débordante, en faisant du sport, en faisant tout un tas de choses. C'est-à-dire en lui permettant de l'accompagner à développer ses potentialités. Parce que sinon, le risque, c'est d'être bridé et de ne pas pouvoir finalement offrir à l'enfant les capacités lui permettant d'être ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va effectivement plutôt s'orienter vers des environnements sans effectivement surveillance parentale, mais qui vont lui permettre d'être un peu plus raccord à ce qu'ils sont. Donc on est vraiment dans quelque chose d'interactif. Oui, il y a des problèmes chez l'enfant, mais il y a aussi des problèmes effectivement chez les parents qu'on va effectivement de traiter. Et puis surtout, il y a des choses chez l'enfant qu'on va pouvoir finalement modifier, puis il y a des choses qu'on ne pourra pas modifier, parce qu'il est comme ça. Et donc les parents doivent effectivement s'ajuster aussi, comme l'enfant doit savoir s'ajuster évidemment. D'accord ? Donc on est vraiment dans quelque chose de dynamique pour le coup. Influence des médias, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Juste comme ça, 2-3 éléments, parce que c'est forcément des choses qu'on doit prendre en considération. Il y a de plus en plus d'écrans dans les chambres, et pas que dans les chambres, bien sûr, mais dans les chambres, beaucoup, avec un temps d'exposition aux écrans qui est de plus en plus important. Donc, télé, console, ordi, tablette, smartphone, etc. 3 heures, ça c'est quand on est dans une logique, on va dire, un peu quantitative vis-à-vis d'un support, mais maintenant c'est presque impossible d'évaluer le temps d'exposition aux écrans. Pour certains parents, c'est pas problématique, dans la mesure où lorsque l'enfant n'est pas devant son écran, il est plutôt insupportable, il est difficile, etc. Quand il est devant son écran, là il est nickel. Là il est stable, il est super bien, on ne l'entend pas. Enfin, un petit peu, quand selon certains jeux, il peut pousser quelques petits cris. Mais surtout s'il met un casque, etc., où il ne s'entend pas parler. Mais bon. Mais il peut passer des heures. C'est-à-dire que c'est assez spectaculaire de voir que, par exemple, certains enfants qui peuvent présenter des problèmes de régulation de leur attention, d'hyperactivité, au quotidien vont être assez éprouvants pour les parents. Et quand ils vont se mettre à jouer, pour certains jeux, ils seront effectivement calmes, attentifs, parce que du coup, ces jeux vont avoir cette capacité de les canaliser. C'est tellement stimulant que ça va les canaliser. Sauf que, je pense là, ou encore aux plus petits, qui peuvent avoir effectivement des tablettes et des écrans, des téléphones ou autre chose, sans qu'il y ait de contrôle parental, c'est que, je prends cet exemple-là, c'est comme si finalement, vous disiez, voilà, j'ai une babysitter qui vient, elle va s'occuper de mon fils qui a 4 ans, pendant 3 heures, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, je ne sais pas ce qu'elle va lui dire. C'est pareil, sur l'écran, je ne sais pas ce qu'il va voir, je ne sais pas ce qu'il va comprendre, et je ne sais pas ce qu'il va intégrer. Et qu'est-ce qu'il va en faire de tout ça ? Donc, attention effectivement vis-à-vis du temps d'exposition aux écrans. On parle même d'addiction, on parle même de consommation, de conduite de consommation vis-à-vis d'Internet, des jeux vidéo, etc. Il y a des écrits qui ont montré que non seulement ça pouvait effectivement avoir un impact sur le comportement, mais ça pouvait avoir un impact sur les autres éléments dont on parlait tout à l'heure, la prosocialisation, l'empathie,
Ça crée une sorte de désensibilisation lorsque les programmes sont plutôt de nature violente, agressive. Je vous rappelle que dans certains jeux, dans certains programmes, le héros, c'est plutôt le perpétrateur de violence. C'est plutôt presque celui qui parfois est le plus violent. Donc les capacités d'identification au héros sont favorisées parce que c'est le héros, mais en même temps, c'est un héros qui est effectivement violent. Donc, il y a cette influence qui est importante et qui sera d'autant plus importante que certains enfants vont être attirés et pas d'autres. Que certains enfants vont être attirés parce qu'ils ont peut-être déjà aussi une propension à la violence, à l'agressivité. Peut-être qu'ils ont une propension à ce genre de stimulation parce qu'ils présentent aussi des difficultés psychologiques ou psychopathologiques. Donc les écrans n'expliquent pas tout, mais peuvent être un facteur qui peut accroître, on va dire, exacerber des difficultés déjà rencontrées. Quand on regarde les facteurs de risque et de protection, environnementaux, pardon, milieu défavorisé, évidemment. On parlait d'inégalité sociale de santé tout à l'heure. Bien évidemment, c'est un facteur de risque qui est très important, très très important. La vie, effectivement, dans un quartier dangereux. Le fait d'avoir un environnement, effectivement, agressif ou déviant ou criminogène va favoriser, bien sûr, des comportements, des attitudes qui vont répondre, du coup, à cet environnement et qui vont, là encore, limiter la liberté de l'enfant. C'est-à-dire que cet environnement va impacter toutes les ressources qu'il a en lui et qu'il ne peut pas mobiliser, qu'il laisse finalement s'endormir, au point même qu'il ne pourra peut-être jamais les utiliser à bon escient parce qu'elles ne seront jamais finalement mises à jour et exploitées. Les facteurs de protection, ben oui, milieu un peu plus favorisé. Environnement familial enrichi, c'est quoi un milieu familial enrichi? C'est des familles qui vont, du coup, mobiliser beaucoup l'enfant, vont le stimuler cognitivement, intellectuellement, vont susciter sa curiosité, vont lui ouvrir effectivement certains domaines qui peuvent être culturels, intellectuels, etc. C'est-à-dire que, là encore, au-delà de ces caractéristiques économiques, socio-économiques, il y a bien sûr des caractéristiques éducatives. Et même au-delà de ces caractéristiques socio-économiques, parfois on ne retrouve pas ce milieu familial enrichi. Parfois ce milieu familial enrichi, il existe dans des familles qui sont peut-être un peu plus aussi en difficulté, mais qui vont trouver des moyens finalement permettant à l'enfant de s'ouvrir effectivement sur le monde extérieur. Le fait de participer à des activités parascolaires, c'est aussi un formidable moyen de s'ouvrir. D'accord ? On parle beaucoup de l'influence de l'environnement familial, l'influence de l'environnement des parents éducatifs, mais il y a aussi l'influence de l'environnement, ce qu'on appelle non partagé dans la famille. Non partagé, c'est, bah oui, l'enfant, il est avec les parents, mais il est aussi à l'école. Et puis, il a aussi d'autres activités. Et ce qu'il va vivre à côté, c'est pas ce que va vivre son frère ou sa sœur. Et ce qu'il va vivre à côté va aussi avoir un effet sur son comportement, sur ses attitudes, sur sa perception du monde, et pour le coup, sur sa personnalité. Donc l'enjeu actuel, puisqu'on commence à avoir des bonnes connaissances quand même, c'est, et ça c'est un certain nombre d'institutions dont on a parlé tout à l'heure, c'est moins au niveau de la production de nouvelles connaissances, c'est surtout la mobilisation des connaissances scientifiques. On connaît des choses maintenant. La question c'est, on connaît ça, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces enfants qui sont finalement en danger? On laisse faire? Ou au contraire, on essaie de mobiliser, pour le coup, des conditions, des moyens pour justement mettre en place des actions qui devraient en tout cas avoir un effet. Hein, c'est presque une sorte de non-assistance à personne en danger quand on est face à une situation et où on n'intervient pas. Là, on sait les conséquences finalement délétères pour l'enfant et sa famille. Alors il y a des programmes qui sont des programmes, donc des approches interventionnelles, on y vient, mais c'est important de faire appel à ces différents facteurs de risque et de protection parce que ces programmes vont s'inspirer bien sûr de ces facteurs de risque et de protection. On a ce qu'on appelle les programmes dits écologiques. Donc écologique, c'est prendre en considération les conditions de vie de l'enfant, de sa famille, mais à un niveau sociétal. Déjà, un niveau sociétal. Déjà, essayer d'envisager le fait de mettre en place des actions sur du long terme. Parce que c'est coûteux. Mais en même temps, c'est un investissement pour l'avenir. Ces enfants vont moins utiliser les services de santé. Ils seront en meilleure santé.
ils seront peut-être en réussite éducative, etc. Sur le plan de l'école, est-ce qu'on peut agir sur l'école, hein, mon collègue et ami Éric Debarbieux, qui travaille beaucoup sur le climat scolaire, intervient aussi à ce niveau institutionnel de manière à mettre en place des actions pour améliorer le climat scolaire, pour améliorer une sorte de collaboration entre les personnels de l'éducation qui vont favoriser la mise en place d'actions pérennes, qui vont permettre aussi plus facilement aux enfants, aux élèves, de pouvoir justement travailler ensemble. La famille, on peut agir aussi sur le plan de la famille, bien sûr, il y a tout un tas de facteurs. Et puis l'élève, évidemment. D'accord ? Donc on a différents niveaux qui du coup nous plongent dans une situation importante qui est celle effectivement de la responsabilité. C'est une responsabilité collective. On ne peut pas ici envisager une responsabilité vis-à-vis ou une explication vis-à-vis de ces comportements en imputant la responsabilité à la famille, à l'école. Non, on est tous effectivement dans le bain. Qu'est-ce qu'on fait finalement ? Alors, il y a différents programmes qui sont structurés. Alors, vous voyez, il y a LST, c'est Life Skill Training, qui est plus sur le développement des compétences psychosociales, je vais en parler. On a Success, Alert, etc. C'est des programmes comme ça, plutôt nord-américains ou américains, qui se posent une question essentielle, c'est est-ce qu'on part dans une logique universelle, si on touche tous les enfants, ou on va utiliser plutôt des programmes qui vont cibler des enfants un peu plus à risque ? Ce qui nécessite, comme je le disais tout à l'heure, du coup, d'identifier les facteurs de risque. Non pas de repérer, parce que des fois, c'est un peu considéré comme un gros mot, mais en même temps, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour cet enfant qui a des difficultés, on laisse faire ou pas ? Donc on a des programmes spécifiques vis-à-vis des enfants vulnérables. Donc les facteurs de risque ou les facteurs de protection que j'ai mentionnés tout à l'heure, bien sûr, un seul facteur, ça ne veut rien dire. Vous l'avez compris pour la personnalité ou le tempérament et l'éducation de la famille, c'est la multiplication des facteurs de risque qui devient effectivement problématique. C'est là, un seul, bof. Par contre, quand il y en a 2, 3, attention. Là, il faut qu'on soit vigilant. Donc on va repérer les enfants les plus vulnérables. Et puis on va repérer aussi les populations les plus vulnérables. Souvenez-vous, l'environnement. Les enfants qui sont plus dans un environnement défavorisé, qui vont bénéficier peut-être de moins de structures, de moyens leur permettant de s'épanouir, de s'enrichir effectivement. Est-ce qu'ils sont effectivement dans la même situation que les autres enfants ? Il y a des inégalités sociales cruelles qui existent. Et donc les programmes vont mettre en place justement un dispositif qui va prendre en considération ces différences. C'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, c'est-à-dire que ces programmes vont intervenir sur la base d'un modèle commun, mais sur les populations qui sont un peu plus à risque, ou les enfants qui sont plus à risque, on va peut-être accentuer un peu plus un aspect ou un autre aspect. D'accord ? C'est-à-dire que là encore, on sera dans du cousu humain, quoi. On va prendre en considération l'environnement, on va prendre en considération le public à qui on va mettre en place un programme. Excusez-moi, professeur. Oui. Il nous reste 5 minutes si on veut passer à une petite série de questions-réponses. D'accord. Excusez-moi. Merci. Okay. Donc voilà, il y a des interventions à l'école, des visites à domicile. Donc il y a différentes actions qui peuvent intervenir dans différents milieux, même en crèche, bien évidemment. Quelque chose de très structuré, d'accord, structuré avec des séances qui sont parfois collectives, parfois individuelles lorsque l'enfant en a besoin. Domicile, une aide à la parentalité, on en a parlé, avec vraiment des sessions très, très structurées, adaptées à la population et avec des boosters, c'est-à-dire que des renforcements de temps en temps pour activer ce qui a été effectivement peut-être appris ou initié à un moment donné. Donc sur la compréhension des conséquences sociales, sanitaires, l'apprentissage de développement des habiletés socio-affectives, l'empathie, etc. Bref. Donc là, on est dans des intervenants qui sont larges, enseignants, professionnels de santé, des élèves aussi, médiateurs. Ça marche pas mal aussi, ça. Et donc, ça a des retombées plutôt pas mal sur les comportements violents, aussi sur le retard à l'initiation au produit. Empathie, on en a parlé. L'amélioration des relations parents-enfants. Donc, en France, comme je vous l'ai dit, on est plutôt effectivement un peu en retard. On a peu de documents, comme je vous l'ai dit. Et on essaie de développer justement les compétences psychosociales. Alors, les compétences psychosociales, et je terminerai là-dessus,
Ce sont des compétences qui se définissent par des objectifs très précis, qui sont justement de permettre à l'enfant, l'adulte, de pouvoir interagir avec l'environnement de façon adaptée, en s'appuyant sur des compétences spécifiques, qui sont des compétences émotionnelles, des compétences sociales et des compétences cognitives. Alors ces compétences émotionnelles, c'est la manière de réguler effectivement les émotions, la manière de gérer le stress, en ayant une maîtrise des techniques de relaxation, par exemple. La pleine conscience, certains modules utilisent le mindfulness, je ne sais pas si certains connaissent, la pleine conscience. Des compétences en termes d'auto-évaluation, pour favoriser l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis des compétences sociales, c'est donc les compétences de communication, l'empathie, on en a parlé. C'est faire face aux difficultés relationnelles. Comment faire face effectivement aux conflits? Les conflits, ça fait partie de la vie. Comment apprendre l'enfant à s'affirmer sans dominer, à négocier, à gérer les conflits. Comment il va développer des compétences de coopération. On est sans doute plus intelligent à plusieurs. L'intelligence collective. Et puis, la capacité aussi à pouvoir donner son avis, à persuader, à pouvoir avoir une influence aussi, un impact sur l'autre, c'est très important. Pas simplement aussi être passif, mais être actif dans ses choix. Et puis, dernier point, si ça marche, voilà, les compétences cognitives, c'est des compétences en termes de prise de décision, la pensée critique, la capacité à faire preuve effectivement de discernement par rapport à ses comportements, mais aussi au comportement d'autrui, très important. On parlait des médias, etc. Oui, d'être critique par rapport à toutes ces sources d'informations qui vont être apprises. Et puis des compétences d'auto-évaluation. Comme je le disais, on retourne toujours sur des notions importantes d'estime de soi. Alors, en conclusion, oui, comprendre l'agressivité, parce que vous l'avez vu, les causes sont multiples. C'est très diversifié. Il y a des sous-bassements qui sont effectivement très différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus agir déjà sur la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire en gros les comportements agressifs. Si. Pourquoi? Parce que l'agressivité, on l'a vu, elle augmente et elle se développe tôt, puis après elle diminue. Donc qu'est-ce qui fait que chez certains ça ne diminue pas? Qu'est-ce qui fait que chez certains ça augmente au contraire? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça augmente ou que ça persiste? Et puis, important, c'est effectivement surtout d'aider les enfants à apprendre à inhiber leur comportement en recourant à des habiletés qui vont émerger justement à cette période-là. Avant 7 ans, il y a toutes ces habiletés qui vont effectivement émerger. Et donc, notre rôle, c'est de pouvoir leur permettre finalement de les utiliser et de leur permettre finalement d'avoir un répertoire en termes de comportement et d'attitude qui sera effectivement beaucoup plus large et diversifié. Et puis, Et puis d'encourager, je suis allé trop vite, et puis d'encourager effectivement toutes les actions qui sont effectivement des actions parfois très locales, et surtout d'évaluer la manière dont on va pouvoir mettre en place comme ça toutes ces actions sur l'enfant, la famille, les enseignants, si on utilise effectivement les dispositifs un peu scolaires, mais aussi d'autres dispositifs qui existent bien évidemment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Alors, professeur, vous avez ici préconisé donc une intervention, je dirais une approche holistique des interventions pour faire face à l'agressivité chez le jeune enfant. Une approche holistique et puis pluridisciplinaire. Vous avez beaucoup insisté sur cette approche-là. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui voudraient donc poser des questions au professeur Grégory Michel dans cette perspective-là? Ou sur d'autres questions de son intervention? Des questions? Non, tout a été clair, ben voilà. Moi, j'aurais une petite question par contre. Oui. C'est par rapport donc concrètement à ce que vous préconisez en termes d'approche pluridisciplinaire. Ici en France, donc, quels seraient où est-ce qu'on en est en France justement par rapport à cette approche pluridisciplinaire, concrètement parlant? Concrètement parlant, on est un peu à ces balbutiements, je dirais. C'est-à-dire qu'on est encore, on va dire, dans une approche très disciplinaire, pour le coup, très sectorisée, très clivée. Heureusement, ça évolue. C'est-à-dire que
on se rend compte qu'on devient justement plus intelligent en prenant connaissance de ce que peuvent nous apporter nos collègues démographes, par exemple. C'est en termes de territorialité. C'est très important de savoir qu'il y a des zones, des territoires qui sont effectivement peut-être plus à risque que d'autres. Et comment effectivement agir sur ces territoires, sur le plan aussi de l'économie de la santé. C'est-à-dire, un des arguments aussi importants, c'est de montrer que ces programmes, oui, c'est des programmes qui peuvent être coûteux dans l'instant, mais qui vont, on va dire, être un bénéfice énorme pour le futur. Donc, le fait d'évaluer aussi ces aspects, on va dire, économiques, sont des éléments aussi très, très importants. Et puis, bien sûr, des approches qui vont permettre de faire travailler, mais on le fait déjà ensemble, des collègues plutôt psychologues, médecins ou sociologues ou anthropologues. Mais c'est vrai que si on arrive à avoir un regard qui est surtout des dispositifs et une approche qui est plutôt interdisciplinaire, ça permettra de pouvoir agir plus facilement sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une approche un peu universelle, globalisante, qui s'appuie sur plusieurs niveaux. Chacun va pouvoir agir à son niveau. Et chaque niveau sera complémentaire du suivant, etc. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci à vous.